Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers où les enjeux sont, disons-le, colossaux. La gestion de projets de plusieurs millions de dollars financés par des bailleurs de fonds internationaux. C'est un monde où la moindre petite erreur peut avoir des conséquences catastrophiques et où tout, absolument tout, repose sur la maîtrise de règles très, très précises. Allez, pour entrer direct dans le vif du sujet, une question simple. Quand on gère des millions, quel est l'outil le plus dangereux qu'on puisse avoir entre les mains ? Non, ce n'est pas un logiciel, ni un équipement de pointe. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de bien plus personnel. Et voilà la réponse. La signature. Un simple geste, quelques traits d'encre sur un papier, mais qui ont le pouvoir d'engager des millions, de sceller des contrats et qui portent une responsabilité juridique et financière immense. C'est de là que tout part. Ce qui nous amène à notre premier point, cette fameuse signature à haut risque. Parce que le dilemme, il est là. Le coordinateur de projet, bien souvent, n'est pas un expert en marché public. Pourtant, c'est sa signature qui fait de lui le garant ultime, le seul et unique responsable de la conformité de chaque dépense. Et ça, c'est le grand méchant loup de tout manager de projet. La dépense inéligible. Pour faire simple, c'est le moment où le bailleur, celui qui finance, regarde une facture et dit « Ah non, désolé, ça, je ne paie pas. La règle n'a pas été respectée. » Et là, c'est la catastrophe. Le projet se retrouve avec un trou dans son budget et doit trouver l'argent ailleurs, ce qui est en général quasi impossible. Bon, alors comment est-ce qu'on évite ce cauchemar ? Eh bien, tout part d'une question simple mais absolument fondamentale, savoir quel jeu de règles a le dernier mot. Parce que croyez-moi, il y a souvent conflit. Et voilà un exemple parfait de ce conflit. Imaginons que la loi d'un pays dise « il faut donner une préférence de 15% aux entreprises nationales ». C'est courant. Sauf que l'accord signé avec le bailleur, lui, peut très bien interdire ce genre de pratique pour garantir une concurrence totalement ouverte et internationale. Alors on fait quoi ? On suit la loi du pays ou les règles du financeur ? La réponse est sans appel. C'est une règle absolue, non négociable. C'est le principe de primauté. L'accord de financement signé avec le bailleur, c'est la constitution du projet. Il écrase tout le reste, y compris la loi nationale. Suivre la loi du pays à l'encontre des règles du bailleur, c'est le chemin le plus direct vers une dépense inéligible. Passons maintenant à la navigation. Pour piloter un projet, on a besoin de cartes, de plans de route extrêmement précis. Si on n'a pas ça, on navigue à vie, et c'est la meilleure façon de foncer droit dans les rochers. Et ces cartes, ce sont deux documents absolument essentiels. D'un côté, le PTBA, le plan de travail et le budget, en gros, quoi faire et pour combien. De l'autre, le PPM, le plan des achats. Lui, il dit comment on va acheter. Et pour que tout se passe bien, ces deux cartes doivent être parfaitement synchronisées. Et ça nous amène à la règle d'or. C'est simple, c'est clair, et il n'y a aucune exception. Si une dépense n'est pas prévue, noir sur blanc, dans le budget et dans le plan d'achat, eh bien, on ne la fait pas. C'est un double verrou de sécurité. Pas d'exception. Jamais. Mais alors, que se passe-t-il en cas d'urgence ? Disons une inondation, qui demande d'acheter des kits de secours qui n'étaient pas prévus. On ne peut pas juste aller acheter en catastrophe, non. Même dans une crise, la procédure reste exactement la même. 1. On modifie les plans. 2. On les soumet au bailleur pour avoir son feu vert. Et 3. Seulement après avoir reçu cette approbation, on peut enfin lancer l'achat. Ce fameux feu vert du bailleur, c'est tellement crucial que ça mérite qu'on s'y arrête. C'est peut-être le papier le plus important de tout le processus. C'est lui qui protège la signature et donc la responsabilité du manager. Et ce document magique, il a un nom, l'anneau, l'avis de non-objection. C'est le ticket d'or, le sésame. C'est la preuve écrite, formelle, que le bailleur a tout vérifié et qu'il a dit « Ok, c'est bon, on peut continuer ». Quand un auditeur débarque, la première chose qu'il demande à voir, ce sont les anneaux. Le point clé, le piège à éviter à tout prix, c'est de ne jamais anticiper cet anneau. L'erreur classique, c'est de signer un contrat avec une entreprise pour, soi-disant, gagner du temps, en se disant que l'anneau n'est qu'une formalité. C'est une erreur fatale. Si le contrat est signé ne serait-ce qu'une heure avant la réception de l'anneau, la dépense devient quasi automatiquement inéligible. On arrive maintenant au cœur de notre guide de survie. On va passer en revue quelques principes non négociables pour éviter le désastre. Voyez ça comme les commandements du bon gestionnaire de projet, ceux qu'il faut avoir affichés au-dessus de son bureau. Règle numéro 1, la hiérarchie. L'accord de financement du bailleur, c'est la loi suprême du projet. Ces règles passent avant toutes les autres. Il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Règle numéro 2, le plan. C'est simple. Si une activité, un achat n'est pas dans le plan de passation des marchés, elle n'existe pas. On ne peut pas l'acheter. Point final.
C'est une question de discipline et de planification. Alors, il y a 7 règles au total, mais on va se concentrer sur quelques-unes qui sont particulièrement critiques, celles qui posent le plus de problèmes sur le terrain. La règle 4, par exemple, elle concerne une pratique que les auditeurs adorent débusquer, le saucissonnage. Et ce graphique illustre ça parfaitement. Imaginez un projet pour rénover 10 écoles. Budget total 500 000 $. Normalement, cette somme impose une procédure très lourde, un appel d'offres international. La tentation, c'est de découper ça en 10 petits projets de 50 000 $ chacun pour utiliser une procédure beaucoup plus simple. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle saucissonner. Et c'est formellement interdit. Pourquoi? Parce que ça fausse complètement la concurrence. C'est une faute de gestion majeure. Autre règle essentielle, la numéro 5. Qu'est-ce que la meilleure offre? Attention, ce n'est pas forcément la moins chère. La meilleure offre, c'est celle qui est d'abord jugée conforme sur le plan technique et ensuite, seulement parmi les offres conformes, on choisit celle qui a le prix le plus bas. La technique d'abord, le prix ensuite. C'est un ordre à ne jamais inverser. Et enfin, pour terminer cette sélection, la règle numéro 7, qui est peut-être la plus importante de toutes, l'éthique. La transparence doit être totale. N'importe quel conflit d'intérêts, même potentiel, par exemple un membre de sa famille qui candidate à un marché, doit être déclaré immédiatement et la personne concernée doit évidemment se retirer de tout le processus de décision. On pourrait penser qu'une fois le contrat signé et le travail en cours, le plus dur est derrière nous. Grosse erreur. La vigilance doit rester maximale jusqu'à la dernière seconde et surtout au moment de payer la facture finale. Avant de signer le moindre ordre de paiement, il faut une checklist mentale. Est-ce que le service a été officiellement réceptionné et jugé conforme? Est-ce que la facture correspond au centime près à ce qui était prévu dans le contrat? Et s'il y a eu du retard, est-ce que les pénalités ont bien été appliquées? Ce n'est pas une option, c'est une obligation pour protéger l'argent du projet. On termine sur cette question. Tout ça, est-ce que ce n'est qu'une bureaucratie lourde et contraignante ou est-ce qu'on peut le voir autrement? Peut-être que ces règles ne sont pas des obstacles, peut-être qu'elles sont en fait la structure même, l'ossature qui garantit l'équité, la transparence et au final, la réussite de projets qui ont un vrai impact sur la vie des gens. C'est peut-être tout simplement ça, l'architecture de la confiance.